Salut les petits lutins. Comme vous êtes mignons, je vais vous figer dans la glace. Hé, vous, ne restez pas figés comme ça. Vos glaces sont livrées en 30 minutes. C'est possible. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Merci de nous écouter à Zérékoré sur Radio Espace Zérékoré, sur Radio Espace Forêt. Bien entendu, chez Fasseli Konaté à Bokeh, vous nous écoutez sur Espace Kakandé chez Fodé Omar Kamara et à Mamou. Bientôt avec Alpha Mamoudou Bari et du côté de Kankan, bien évidemment, chez Ibrahima Prince Diallo. Vous nous écoutez sur Radio Espace Kankan sur la 99. Merci de nous écouter également dans la capitale des agrumes à Kindia avec chez Moussa Campos Souma. Nous avons le plaisir de vous servir. Merci de nous regarder à la télévision un peu partout dans le monde. Continuez à réagir au sujet ici développé. Nous allons nous en occuper dans un instant parce que vous le savez, vos réactions comptent pour le bon déroulement de cette émission. Les candidatures pour les postes de président et de vice-président de la Fédération guinéenne de football sont d'un nombre considérable. Beaucoup d'appétit alors que le Congrès se prépare dans les conditions difficiles. Kerfa la personne Camara, KPC, qui revient dans la course après avoir renoncé il y a un mois, et Abdul Karim Bangoura ont déposé ce lundi leur dossier. Aboubakar Touré conteste la décision de la commission électorale devant les instances internationales du football. Ne s'avouent pas vaincus. Pendant ce temps, les 4 qui compétissent pour le poste de premier vice-président ne veulent pas se faire de cadeau. Même s'ils ne cherchent pas le premier poste, ils veulent bien faire entendre leurs arguments. La parole ce matin à Almami Saïdou Silla, président de Soar Academy, un club de Ratoma. Et que dites-vous des sujets déjà évoqués dans ce studio? Nous allons nous en occuper dans un instant. Nous commençons par les tweets qui nous sont parvenus par le canal grâce à Vladimir Poutine. On commence par ce premier. Excellence Baldé le Guinéen nous écrit sur Twitter au hashtag espace GG. Il dit: bonjour la team des GG. Cette interdiction des prières nocturnes dans les mosquées est absurde et abusive quand on compare les fidèles dans une mosquée par rapport à une université, un marché ou les matchs de football où on ne porte même pas de masque. Y en a marre, il le dit, Excellence Baldé le Guinéen. Nous continuons avec Mamadou Dia au Guinée, toujours sur Twitter. Il dit: bonjour les grandes gueules. Je me demande à quoi sert de prendre des décisions qui n'ont aucune nécessité pour les paisibles citoyens. Notre État est toujours dans les dérives incessantes. Prendre des décisions hâtives, c'est augmenter toujours les frustrations. C'est irresponsable de leur part, il le dit Mamadou Dia au Guinée. Excellence Silla nous écrit également sur Twitter. Il dit ceci: bonjour les grandes gueules. Je ne vois pas en quoi ces prières nocturnes sont plus risquées que les matchs de football qui se tiennent quotidiennement, les marchés qui fonctionnent ou encore les prières de vendredi et les nafilas. Malédiction, Excellence Silla. Ibrahima Sori Kouyaté, cette décision est inappropriée. Les marchés sont bondés, les gens sont entassés dans les véhicules de transport en commun, les stades remplis sans aucune mesure barrière. Mais pour nos autorités, ce sont les prières nocturnes qu'il faut interdire. Quelle incohérence! Il s'interroge donc Ibrahima Sori Kouyaté. Keita Mamadi, docteur K. Bonjour les grandes gueules. En tant qu'agent de santé, les mosquées sont des lieux à risque, tout comme les marchés, les taxis, les stades. Ce que je condamne, c'est la manière de prendre les décisions. On ne peut pas accepter les prières la journée et les interdire donc la nuit, il le dit Keita Mamadi, docteur K. Nous écrit également sur Twitter. Il dit: bonjour les grandes gueules. Au lieu d'interdire les prières nocturnes, on pouvait imposer certaines mesures que l'ANSS essaie de revoir sa copie. Aux responsables de la Ligue islamique de se réveiller. Dieu vous voit et vous lui rendrez compte un jour. Il le dit au hashtag espace GG. Bananfara Bre Koulibaly écrit également sur Twitter. Il dit: bonjour les grandes gueules. Les autorités guinéennes oublient souvent l'essentiel en s'attaquant aux choses qui n'ont pas assez d'importance, sinon les prières nocturnes ne peuvent en rien gâter ce que les marchés n'ont pas pu. Il faut que l'ANSS se base beaucoup plus sur la vaccination. Ce tweet donc de Banan Farah Bre Koulibaly. Nous partons avec ce dernier tweet, c'est Davinci Malcolm Keita. Faire la prière nocturne à la mosquée n'est pas lucrative pour l'État, mais l'ouverture
fermeture des stades. Si, depuis le début, ils ont fait de Covid un business avec des mesures sélectives qui n'arrangent que #espace GG. On va partir sur d'autres plateformes pour voir ce que vous pensez des sujets ici évoqués. Nous commençons par ce sujet qui vient de tomber à l'instant. Que dit-il? Ce premier, oui, il dit bonjour Diadia et à toute l'équipe. Moi, c'est Saoudi Yaouki depuis Kindia. Un communiqué laconique de l'ANSS. Je suis confus. J'ai l'impression que le variant guinéen du Covid-19 ne circule que la nuit. Il le dit Saïdou Yaouki. Nous partons avec cet autre message. Que dit-il? Voilà, quand les messages tombent en même temps, c'est difficile de les lire. El Moyans, bonjour Diadia. Bonjour les GG, je comprends maintenant pourquoi l'inspecteur Colombo Moussa Moïse est dans le collimateur de ce régime. Il consacre son temps à déballer son dysfonctionnement avec fracas. S'il était dans un autre pays, il serait couronné comme un empereur. Courage et à ce digne fils du pays et aux autres guerriers de Adafo Média, Allah les Kaboum. Voilà, il le dit. Moussa Moïse Silla, c'est El Moyans qui envoie ce message. Nous partons avec Poulo Toro de l'INSA. Bonjour Diadia et à toute l'équipe, un message un peu long. Pourquoi interdire la prière nocturne pendant que les marchés, les écoles et cérémonies, entre autres, fonctionnent normalement? Cependant, on devrait tout fermer, sauf ces 10 dernières nuits du Ramadan, car c'est à travers ces nuits que nous jeûnons. C'est triste pour notre pays. Respectons les mesures sanitaires pour éviter la propagation de la Covid-19. Une minute à passer avec vous, pardon, autant pour moi. Avec ce message de Sinani qui tombe à l'instant, que dit-il? La prière nocturne pour les 10 derniers jours de Ramadan sont des prières surérogatoires. En plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix salut sur lui, de son vivant, priait toujours à domicile avec sa famille, où je condamne la Ligue islamique et l'ANSS. C'est le manque de communication avant le jour J et c'est mieux de réduire le temps de prière au lieu de 3 heures à 1 heure. Il était mieux qu'Allah nous débarrasse donc de cette pandémie. Il le dit Sinani. Nous partons avec peut-être 2 derniers pour terminer. Bonjour Madame Hiro, bonjour à toute l'équipe. C'est Mamadou Bobo Ndiare Diallo. Bonjour. Pour une question d'utilité publique, l'État a le droit de déloger les habitants de cette localité, mais la logique voudrait que cela se fasse dans les règles en tenant compte de l'art et surtout tenir comptabilité du lieu. Je ne comprends pas du tout son message ce matin. Pourtant, d'habitude, il écrit clair. Un dernier, Abou Poutine de Banco. Restons derrière nos responsables religieux dans toutes les décisions. Au cas contraire, ils sont responsables devant Dieu. Voilà, 10 minutes consacrées à vos différentes réactions. Merci de nous rejoindre sur Espace TV. Alors, Moussa Moïse, on continue avec cette enquête. Donc, je rappelais donc ce qui avait été prévu par le projet. Parce qu'il y a une étude d'impact environnemental et social du barrage hydroélectrique de Soapeti qui a été faite et il y a un plan d'action de réinstallation de l'aménagement hydroélectrique de Soapeti qui a été également fait. Donc c'est un travail qui a été fait par un cabinet international. Et le coût du plan de gestion environnementale et sociale, incluant celui du plan de réinstallation des populations, est de 1451 milliards de francs guinéens, soit 161,3 millions de dollars, dont 150 millions de dollars à compter du début du chantier jusqu'à la mise en eau du réservoir, principalement lié donc aux mesures de réinstallation de la population. Donc ça a été prévu. Pourquoi? Parce qu'ils ont également fait l'inventaire de toutes les pertes. Vous avez les pertes qui ont été recensées: 12 établissements éducatifs, dont un collège, 11 écoles primaires, 2 établissements sanitaires, dont un poste de santé, 8 marchés, 3 gares routières, 20 mosquées, 121 cimetières au lieu de sépulture ou de nombreux sites sacrés, 50 km de route, la RN24 non bitumée, dont le pont de Concoré, ainsi qu'environ 210 km de pistes carrossables. Donc tout cela a été prévu. Donc vous avez ces documents-là qui constituent une sorte de boussole. Le plan d'action de réinstallation de l'aménagement hydroélectrique de Soapeti a presque donc tout prévu pour la population. Mais sur le terrain, les manquements sont énormes. Au dire d'ailleurs des populations concernées elles-mêmes, dont nous avions reçu quelques représentants ici dans ce studio. Mais suite donc aux différentes réclamations de ces populations, Human Rights Watch a dressé un bilan
un rapport que je dirais accablant sur le sinistre humain dans la zone. Parce que, vous savez, le côté humain ne se voit pas pris en compte, mais lorsqu'il s'engage des cabinets qui sont cotés à l'international, eh bien, ces cabinets aussi ont un peu leur réputation à défendre. Donc, suite à la plainte, Human Rights Watch a fait un rapport accablant sur le sinistre humain dans la zone touchée par le projet. La partie chinoise a répondu à Human Rights Watch. CWE, dans un message électronique transmis donc à l'ONG internationale, a dit que la réinstallation est à la charge du gouvernement guinéen et que spécifiquement la compagnie a dit que le gouvernement, comme elle est actionnaire dans le barrage de Soapeti, elle participe à la réinstallation et joue un rôle de superviseur. La compagnie a également dit à cette ONG internationale qu'afin d'assurer la transparence de la réinstallation, elle a mis en place un système informatique conjointement avec le gouvernement pour tracer le progrès de la réinstallation d'autres données pertinentes. Le CWE devrait donc fournir une assistance additionnelle à l'agence Soapeti, qui est l'agence qui contrôle un peu tout ce projet qui a été installé là et qui est géré. C'est la partie chinoise voilà. Qui travaille à Soapeti. Exactement. Donc l'agence Soapeti qui est donc là à Conakry, qui chapeaute un peu toute cette mise en œuvre afin que les recommandations contenues dans le rapport soient respectées. Mais les plaintes ne se limitent pas qu'aux populations déplacées. Parce que les populations déplacées, vous avez, en dépit de tout ce que j'ai cité, quand je vous donne quelques réclamations qu'elles ont faites, vous ne comprendrez pas que tout soit prévu, l'argent déboursé et que ces populations soient obligées de se déplacer, de venir commander ce qui leur est dû. De se mettre en association d'ailleurs. De se mettre en association. Si je vous montre, on va le faire peut-être demain, les photos de ces pauvres gens, il faut avoir une pierre à la place du cœur pour toucher les dus de ces personnes-là. Parce que très éloignées de Conakry, parce que vivant au jour le jour, dans des conditions extrêmement difficiles. On ne peut pas toucher ce qui est prévu pour ces personnes-là, qui ont tout perdu, qui ont tout laissé au nom de l'intérêt public. Vous avez donc les compensations. Vous voulez parler des montants qui étaient prévus, qui ne sont pas arrivés à destination? Oui, je vous donne juste les compensations parce que je voudrais que qu'on ne dise pas que j'ai inventé quoi que ce soit. Je veux me baser sur les documents même amenés par ces populations-là, les documents qui ont été faits par ces populations-là. Vous avez les compensations, par exemple, du site 17 à Siraforé, Tatagui du côté de Kindia. Les récépissés des personnes concernées, le représentant des familles. Vous avez cette réclamation liée donc aux arbres et d'un montant de 10 248 000 francs guinéens. Vous avez une autre réclamation qui certifie que la paye n'a pas été faite du tout. Et en annexe, il démontre le montant de 47 762 882 francs guinéens. Vous avez d'autres réclamations, parce que tout ça, ce sont des pères de famille avec leur carte d'identité répertoriée, parce que chaque bâtiment, chaque personne touchée a été répertoriée avec des numéros qui leur ont été affectés. Et également les biens que vous possédez. Tout a été répertorié. Vous avez cet autre, comment je peux l'appeler, déplacé, Ibrahim Assila, il s'appelle, son récépissé est là. La réclamation porte autour de 53 538 250 francs guinéens. Et je peux continuer, Morla ici là, plus de 23 millions de francs guinéens. Ça c'est peut-être les bâtiments, les arbres fruitiers. Exactement, tout cela. Donc tout cela a été prévu. Les arbres et les omissions également qui ont été faites. Donc les populations ont dressé le bilan de tout ceci. Je vous ai parlé des maisons de jeunes, je vous ai parlé des mosquées. Mais allez-y savoir si la maison de jeunes, le site a été viabilisé, mais ça n'a pas été fait. L'autre paire de manches de cette histoire, ce sont ces contrats-là, parce que la réalisation de toute cette infrastructure, c'est $1 million. J'ai les chiffres quelque part. Est-ce qu'il y a un délai prévu pour la réhabilitation? En combien de temps? En combien d'années? Ça devrait être fini depuis maintenant 1 année au moins. Parce que les responsables ne le disent pas officiellement, mais voilà, ils disent que ce projet a pris fin. En septembre 2020 En septembre 2020. Voilà, ils disent donc que le projet Soapeti a pris fin, donc ils sont sur autre chose. Le projet a pris fin alors que les populations ne sont pas encore entièrement indemnisées. Le projet a pris fin alors que ce qui a été prévu
dans l'étude qui a été faite ne leur a pas été donné en termes de compensation, en termes de recasement et puis d'activités génératrices de revenus. Parce que vous êtes sur un nouveau site. Parce que ce qu'il faut préciser, Moussa Moïse, dans la réalisation d'un projet, tout ce montant normalement devrait exister avant que les travaux ne commencent. Ce qui fait que les populations devraient être réinstallées complètement avant qu'on ne finisse le projet. Ils ne peuvent pas dire que le montant n'a pas été donné parce que c'est pas le gouvernement guinéen qui a donné le montant. C'est pas le gouvernement guinéen qui a donné le montant. C'est pourquoi la CWE a été obligée donc de répondre au rapport, de se justifier. Les grandes gueules. Là où le bas blesse, c'est que c'est à eux qu'on a confié la gestion de ce montant. C'est là où le problème. Ces cases qui ont été construites, ces bâtiments qui ont été construits, ces écoles prévues donc pour le réaménagement. Mais allez-y vous demandez comment ces contrats ont été octroyés. À qui on a donné ces contrats? Quelles sont les sociétés qui les ont exécutés? J'ai donné l'exemple du montant des cases et tout ce qui a été prévu. Mais quelles sont les sociétés? Il y en a par exemple qui réclament que 10 millions. Exactement. Mais parce que les populations ne savent pas ce qui est déjà prévu dans le projet. Si elles le savent, je pense que leur cri de cœur irait un peu plus loin. Et on prend des contrats comme ça qui peuvent être donnés à des sociétés qui existent déjà, qui sont sérieuses. Mais on ne le fait pas. On crée de nouvelles sociétés qui appartiennent à ceux-mêmes qui donnent les marchés et ils se donnent les marchés à eux-mêmes. Voilà comment est-ce que ces projets-là ont été exécutés sur le terrain au détriment donc des sociétés, des populations donc qui sont sur place. C'est pourquoi il n'y a pas eu de contrôle également sur le terrain. Donc, mais qui est chargé de la supervision? Mais c'est l'agence Swapeti qui est là. Je reviendrai sur les cadres de cette agence-là. Les plaintes donc ne se limitent pas au niveau des populations déplacées. Ironie du sort, les cadres du projet Swapeti montent au créneau eux-mêmes, vous les avez écoutés certainement lundi dernier, les cadres, c'est-à-dire ces cadres-là dont certains sont allés sur le terrain. Les populations déplacées prenaient ces cadres comme étant les corrompus. Ceux-là qui ne leur donnaient pas tout ce qu'on leur donnait, pour que, en termes de compensation, tout cela. Donc, ces mêmes cadres-là montent au créneau aujourd'hui pour faire des dénonciations. Donc, ça veut dire que de deux côtés, ça ne va pas du tout. Ce projet a été, côté humain, capital humain, ce projet a été extrêmement mal géré. Donc, ces cadres-là montent au créneau et pour dénoncer la violation du plan d'action prévu. D'abord, ils s'accordent sur le fait que la direction générale déclare la fin du projet Swapeti. Or, les activités en faveur des populations sinistrées, des populations déplacées ne sont pas encore entièrement réalisées. Côté salaire, sur la base du rapport de l'étude environnementale et sociale que j'ai ici, ils soutiennent qu'ils n'ont jamais perçu de salaire mais plutôt des primes. Parce que dans ce plan-là, il est prévu ce qui suit. Au niveau de la fonction directeur, il y avait 8 directeurs qui étaient prévus. Il était prévu 40 000 $ par an. Au niveau des responsables administratifs et financiers, 30 000 $ par an. Responsables socio-économiques, 25 000 $ par an. Responsable environnement, 25 000 également. Responsable communication, 20 000 $. Personnel d'appui, 10 000 $. Donc, vous divisez tout cela par 12 mois pour que vous puissiez à peu près savoir le salaire que vous devriez avoir durant ce projet-là. Donc, ces salaires, ils ajoutent que ces salaires n'ont jamais été payés. Plutôt, on leur a donné des primes parce que ce sont leurs responsables même qui leur ont dit que prenez ça, ce sont des primes. Alors, pour preuve, ils brandissent deux types de factures avec 2 bulletins de salaire avec les mêmes noms. Vous avez la même personne là et ici presque la même date, 2018 mois d'août, mois d'octobre, et sur la première facture, sur le premier bulletin de salaire, il est noté total à recevoir, total 3 250 000 francs guinéens, net à payer 50%, 1 625 000 francs guinéens. Mais ce n'est pas signé ce bulletin de salaire. Il est fait avec le nom de la personne, DG GAF et l'intéressé. Le deuxième bulletin, au nom de la même personne, il est noté total 1 625 000 francs guinéens, net à payer 1 625 000 francs guinéens. Donc, ça, c'est les cadres de Swapeti. Exactement. Donc, ils se disent que ça, c'est les cadres, parce que c'est écrit fonction cadre. Ils se disent que la différence là a été toujours empochée par cette direction-là du projet Swapeti. Donc, qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'on déclare la fin du projet, alors qu'on leur a toujours dit qu'ils n'ont reçu que des primes. Ils ont également, pour prouver qu'il y a une sorte de gestion une sorte de gestion opaque, d'affairisme au niveau de Swapeti, ils donnent un exemple, cet ordre de mission. Vous avez qu'il a ordonné à monsieur X d'accompagner telle personne, de se rendre à Swapeti, objet de mission recensement des habitations autour de la zone de tir et des bâtiments effondrés du village Swapeti,
moyens de transport, ils mettent. Mais au niveau des frais de mission, ils mettent frais de mission, oui, non ou à négocier. Donc vous avez 3 cases par rapport donc aux frais de mission. Moi, j'ai eu à faire beaucoup de missions, mais je ne sais pas si on a eu affaire à ce genre d'ordre de mission. Donc voici un ensemble d'informations qui les font croire que ces cadres-là se sont mis plein les poches et ils se sont enrichis donc non seulement sur leur dos, les cadres qui étaient sur le terrain, la direction générale s'est enrichie donc sur leur dos, mais aussi sur le dos des populations qui ont été déplacées, qui ont tout abandonné pour l'intérêt de la République. Donc ils ajoutent donc c'est une ligne de parallèle de salaire. Ils brandissent donc ces documents dont je viens de parler. Donc à ce jour, voilà un peu où est-ce que cette histoire se trouve. Mais par rapport à la direction du projet Soapété, je n'ai pas envie de citer de nom. Mais le président de la République qui aime souvent menacer qu'il va agir lorsque des personnes s'enrichissent illicitement, je pense que pour ces cas-là, il ne faut pas aller loin. On n'a même pas besoin d'un expert. Les membres de cette direction se sont énormément enrichis. Énormément. Ils sont bien assurés puisque certains ont même des actions dans une assurance, dans une société d'assurance de la place. Bien assurés parce que certains contribuent même à avoir des actions dans une société de pétrole. Bien assurés parce que certains ont des infrastructures un peu partout dans ce pays-là. Mais vous avez eu cet argent où? Et sur le dos de qui? Sur le dos des personnes qui étaient déjà appauvries de par leurs conditions d'existence. Dont le projet est venu également aggraver leurs conditions d'existence. La difficulté, c'est que Moussa Moïse, quand on déplace un agriculteur, par exemple, ils vont les relocaliser ailleurs, mais ils vont construire peut-être le bâtiment, mais est-ce qu'ils vont mettre à leur disposition des terres cultivables? C'est là la question. Justement, parce que dans la zone prévue, il est démontré que c'est la zone, il y a des parties où la terre n'est pas suffisamment riche comparativement à la terre qu'ils ont laissée, qui a été donc qui faisait partie du réservoir du bassin du barrage hydroélectrique. Donc ces terres-là ne sont pas aussi riches que les terres que ces populations ont abandonnées. C'est pourquoi ces compensations venaient pour les aider. Je ne dis pas que rien n'a été donné sur le terrain. Aucun bâtiment n'a été construit, mais ça n'a pas respecté. Ça n'a pas répondu aux normes. Exactement qui a été fait. Si cela avait été fait, ces populations, preuve à l'appui, n'allaient pas continuer à dresser des rapports et à réclamer leur dû donc à la direction du projet Soapété. Cette histoire doit être réglée, mais de façon définitive, parce que ce n'est pas le seul barrage. Quoi que l'on dise dans le domaine énergétique, la construction de ce barrage restera dans le bilan du régime Condé, parce que c'est quand même 240 mégawatts que le pays a eu. Il y a eu avant ça Caleta, il y a d'autres projets qui sont en cours, Amaria et notamment. Donc on peut... 450 plutôt. Ouais, c'est vrai, 450 mégawatts. Caleta qui est 240. Vous avez 450 mégawatts, c'est pas n'importe quoi pour le régime Condé. Donc vous avez d'autres projets qui arrivent. Si ces projets-là viennent trouver que le précédent n'a pas été réglé, ben, ce sont d'autres populations qui vont continuer à se faire berner et d'autres personnes donc, qui gèrent le projet vont s'en mettre plein les poches. Il faut que les responsabilités soient situées parce que ces populations-là. En même temps, il faut qu'on termine ce processus d'indemnisation des populations. Exactement. Il faudrait donc éclaircir cette situation-là. Parce que les populations continuent donc de tirer le diable par la queue. Les populations déplacées se plaignent. Les cadres qui ont travaillé sur le projet se plaignent. C'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Bien. Moussa Moïse Silla, vous écoutez les grandes gueules et vous êtes en Guinée. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Merci de votre fidélité, merci de nous regarder un peu partout dans le monde. On va parler sport dans un instant, bien évidemment. Les candidatures pour les postes de président et de vice-président de la Fédération guinéenne de football sont d'un nombre considérable. Beaucoup d'appétit alors que le Congrès se prépare dans les conditions difficiles. Kerfala Persson Camara, KPC, revient dans la course après avoir renoncé il y a un mois.
et Abdul Karim Bangoura ont déposé hier leur dossier. Aboubacar Touré, qui conteste la décision de la commission électorale devant les instances internationales du football, ne s'avoue pas vaincu non plus. Pendant ce temps, les 4 qui compétissent pour le poste de premier vice-président ne veulent pas se faire de cadeaux, même s'ils ne cherchent pas le premier poste. Ils veulent bien faire entendre leurs arguments. La parole ce matin donc à Almami Saïdou Silla, président de Soar Academy, un club de Ratoma. Mais d'abord, on a écouté cette présentation donc de Moussa Moïse Silla. Antoine Kourouma. On l'a suivi avec beaucoup d'intérêt, ce déballage de Moussa Moïse sur ce projet Sois Petit. C'est un dossier que j'ai longtemps suivi. Pour ceux qui s'en souviennent, on a réalisé des magazines à la télévision avec ces déplacés de Sois Petit. Je sais que la dernière rencontre entre les porte-parole de ces déplacés a eu lieu récemment au département de l'énergie avec les cadres de ce projet, également la ministre. Je crois qu'il y a eu une entente qui a été trouvée par rapport à la méthode à choisir pour agir sur le terrain, parce qu'apparemment il y avait des sortes d'incompréhension avec le déplacement qui a eu lieu. Lorsqu'on a été sur le terrain, on a constaté des plaintes de citoyens qui disaient que les bâtiments qu'on leur a octroyés n'étaient pas appropriés par rapport aux normes, par rapport à leur ancienne vie. Et à l'époque, on avait reçu dans ce studio le responsable environnement de Sois Petit, qui avait expliqué que ce n'est pas toujours facile de faire une transition entre son ancienne vie et une nouvelle. Donc, c'est un sujet assez sensible pour lequel il y a eu beaucoup de soucis qui ont été dévoilés. Mais je me dis que si les victimes, parce qu'à un moment donné, ça faisait appeler les déguerpis de Sois Petit, chose que la direction a voulu rectifier en disant déplacer, parce qu'il n'y avait pas eu sinistré plutôt au départ. Après, ils ont voulu rectifier en disant que c'était des déplacés parce qu'il n'y avait pas eu de sinistre de lieu et une négociation au départ. Par rapport aux chiffres dont parle Moïse, pour les montants de départ, il est important de les vérifier, parce que si, tel que annoncé, si ces montants, tel qu'indiqué, c'est ce qui était prévu et qu'on ne leur a pas donné, ce serait un précédent fâcheux, ce serait très grave pour notre pays que des montants prévus pour des citoyens ne leur aient pas été octroyés. Ce serait très grave, parce que s'il s'avère que la direction générale de Sois Petit n'est pas indemnisé la population à la hauteur des montants prévus au départ, ça serait important qu'on en sache plus, parce que là, c'est pas bien du tout. C'est grave. Allez-y rapidement, Daouda Mohamed Kamara. C'est que c'est pas la première, peut-être qu'on s'est peut-être pas intéressé d'emblée à la première situation de Caleta. Moi, je suis allé sur le terrain après le lancement du barrage de Caleta. Je suis allé sur le terrain. J'ai rencontré des citoyens qui ont été relogés après leur village. Quand on a allé tout leur village, on leur a demandé d'aller ailleurs. Mais c'est un calvaire. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient ni champ de culture, ni point d'eau potable. Ils n'avaient pratiquement rien. Et ils étaient exposés à une sorte de soleil qui ne disait pas son nom. Parce qu'il n'y avait aucun arbre comme on a l'habitude de voir dans les villages. Et ils étaient exposés là. Et j'ai eu à rencontrer, à interviewer certains citoyens victimes de ce déplacement il y a le projet qui dit que lorsque vous avez un oranger touché, vous devez être indemnisé, comme Moïse le détaillait tout à l'heure. Mais il y a beaucoup qui ne l'ont pas été. Ils sont restés là parce qu'ils n'ont pas de force, ils n'ont pas de pouvoir qui leur permettent de rentrer en possession de leur dû. Ils sont restés, ils ont réclamé. Et je rappelle que ce jour-là, quand je suis allé dans un village, de justesse, les populations ne nous ont pas lapidés. Parce qu'ils disent que tous les jours, les missionnaires viennent de Caleta pour dire qu'on est venu pour vous recenser, on est venu pour ceci, on est venu pour cela, mais après, ils ne recevaient rien. Ils ont failli vous confondre à une de ces missions. Ce qu'il faut néanmoins préciser, c'est qu'il y a tout de même eu des montants reversés à ces populations, mais la question c'est... Est-ce que c'était le montant réel? Est-ce que c'était le montant réel? Donc c'est ça le problème. Et aujourd'hui, Sois Petit, c'est le cas dont on parle. Et Sois Petit, peut-être ceux qui ont eu la chance de s'exprimer s'expriment. Ceux qui ont eu la chance ou qui ont cette petite force de se faire entendre le font. Mais d'autres sont là, ils se disent après tout ils se disent Mangassin ina arabare, donc on se remet à Dieu, et puis voilà, ils vont continuer dans leur calvaire, ils vont continuer dans leur souffrance. Mais il faut que derrière ceux qui sont les cadres guinéens, il faut que ceux qui sont chargés de les dédommager le fassent dans les règles de l'art, parce qu'après tout,
Et ce sont les citoyens dont les droits ont été violés. Bien, allez-y Jacques pour clore. Oui, pour clore rapidement, je pense que c'est parce qu'on n'a pas pris en compte les cris de cœur des populations de Kaleta que ce qui est en train de se passer à Souapiti est en train d'arriver. Il faut quand même dire, à l'absence même des chiffres, il y a le constat qui quand même révolte parfois. Parce que je crois dans l'étude qui a été faite, on est quand même allé jusqu'à prendre en compte quelques réalités qui devraient aider ces populations, non pas à vivre comme elles étaient avant, mais au moins à supporter la difficile nouvelle vie en attendant bien entendu de s'y adapter. Parce que même si vous donnez 20 millions de francs guinéens à une famille qui avait sa plantation quelque part et qui avait son bas-fond ou en tout cas son domaine où il pouvait exploiter pour avoir quelque chose à manger, les 20 millions, bien entendu, s'il n'a pas appris de métier, c'est l'argent qui va très vite être dépensé. Mais puisque ce sont des projets d'envergure, généralement, il y a toujours des impacts. Et ça, ce n'est pas le propre de la Guinée. Même le barrage Renaissance d'Éthiopie, il y a souvent des discussions comme ça où on doit déplacer, je crois, 20 000 personnes. Il y a également les mêmes problèmes qui sont souvent soulevés, les impacts écologiques, les impacts humains. Moi, c'est sur le salaire que je m'appuie. Parce que si les chiffres que donne Moïse s'avèrent vrais, parce que dans ce qui est prévu dans le document, c'est cela. Mais dans ce qu'on a donné à travers les deux bulletins qu'il nous a présentés, c'est-à-dire qu'on vous dit sur les $40,000 pour un cadre, je crois un cadre supérieur du projet, on donne environ, il nous a parlé ici d'1 million et quelques ou de 3 millions. Alors que si vous faites la division sur 12 mois, c'est au moins $3,000. $3,000, c'est environ 30 millions de francs guinéens qui doivent revenir à quelqu'un. Sur ça, vous payez 3 millions de francs guinéens. Il y a quand même un montant important qui est reversé à quelqu'un qui doit quand même donner des explications. Je pense qu'il est important que ceux qui sont à la tête de ce projet-là puissent apporter, n'est-ce pas, des réponses à tout ce qui a été dit ce matin et tout ce qui a été dit aussi par ces citoyens. L'autre chose, on est quand même en train de faire ce projet, mais je crois qu'il faut que la réflexion soit très bien poussée. Le même problème qui est aujourd'hui signalé, parce que là-bas c'est Crisis Group qui en a parlé au niveau d'Éthiopie, entre le Soudan et l'Égypte, parce que quand on parle du Nil, ce n'est pas un fleuve qui appartient à un seul pays. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont concernés. Également, nous sommes un château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Quand on doit le construire, on doit prendre cela en compte. Moi, il y a un cadre de ce pays qui me l'a dit un jour. Il dit un jour, les Maliens ou en tout cas les pays voisins vont vous demander des comptes parce qu'ils vivent grâce à vous. Bien, Jacques Lewa, Leno Moussa Moïse, donc qui va apporter un bout de précision par rapport au sujet ici évoqué. Allez-y, Moïse. Il faut démocratiser un peu l'émission. Je pense qu'il faut casser un peu les codes. Au niveau des arbres fruitiers, parce que Jacques mentionnait tantôt, est-ce que le montant prévu, c'est ce qui a été donné? Dans le tableau qui est prévu, en tout cas dans le rapport du plan de l'étude qui a été faite, il n'y a aucun montant qui correspond par exemple à 80 000, à 100 000 francs guinéens ou à 50 000 francs guinéens. Des arbres ont été compensés à ces montants-là sur le terrain. Je pense que les déplacés viendront témoigner là-dessus. Vous prenez par exemple l'oranger, la valeur de compensation à arbre adulte, donc compensation en francs guinéens, au niveau de l'oranger, c'est 937 000 francs guinéens. Vous prenez l'avocatier, le montant également noté. Le manguier greffé, arbre adulte, c'est 1 329 500 francs guinéens. Allez-y demander à ces populations parce qu'elles existent. Je pense que c'est l'enquête la plus facile à mener. Elles n'ont pas reçu ces montants-là par arbre fruitier. Je pense que c'est très facile de comprendre. Et donc ces montants, ils ont reçu, il y en a qui ont reçu 80 000, 100 000 francs guinéens et autres, alors que ça a été répertorié par arbre fruitier, qu'il soit productif ou non productif. Voilà. Incroyable. Voilà la précision qu'il fallait apporter. Certainement d'autres informations à révéler au cours de cette émission dans nos prochains numéros avec inspecteur Colombo, bien évidemment. On va continuer cette émission, mais cette fois-ci, on va parler sport avec nos invités qui sont déjà en studio. Notre invité est bien évidemment Almami Saïdou Silla. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le président de Soir Academy. C'est un club de foot de la commune de Ratouma, n'est-ce pas?
Bien, le plaisir de vous recevoir avec notre spécialiste maison, Paul Fatia Tunkara. Bonjour, bienvenue. Bonjour Djadia, merci. Cette actualité qui focalise l'attention, c'est ces candidatures au niveau de la Fédération guinéenne de football, la présidence, les vice-présidences. Oui, la présidence, a priori, jusqu'à démonstration contraire, il n'y a que 2 candidats qui se sont officiellement portés, disons, engagés dans la course pour la présidence de la FEGIFOOT. Dans la matinée hier, très tôt, Abdul Karim Bangoura, ancien conseiller spécial du président Antonio Soare, ancien responsable département formation et développement, a déposé sa candidature en compagnie de son directeur de campagne, Suleiman Voulare, une autre ancienne gloire du football. Et à 9h, c'est le porte-parole Mohamed Lamine Nabé, le porte-parole du candidat KPC, qui a au nom de son président également déposé la candidature cette fois-ci du candidat KPC, parce que pour la première fois, il n'avait pas officiellement déposé sa candidature, c'était juste une annonce de candidature. Il avait manifesté la volonté. Exactement, il avait manifesté la volonté. Cette fois, c'est chose faite. Il est descendu dans l'arène et il décide, à travers l'acte posé hier par son porte-parole, de briguer la présidence. Maintenant, il y a l'autre camp qui attend que la CAF et la FIFA ainsi que le TAS statuent sur la dernière plainte qu'ils ont portée contre la commission électorale de recours pour avoir invalidé la candidature d'Aboubacar Touré. Et aux dernières nouvelles, la FIFA pourrait statuer dans la journée de ce mardi. Si toutefois cette nouvelle conforte Aboubacar Touré dans sa position, les cartes pourraient être redistribuées et le processus pourrait être complètement chamboulé. Il y a quand même la date qui a été un peu reculée, je veux dire. Il y en a qui ne sont pas satisfaits de cette action de la commission électorale. C'est le camp de Boubacar. Justement, c'est le camp d'Aboubacar Touré qui estime que la commission électorale n'a pas mandat et n'est pas habilitée de fixer la date du congrès électif, que ce sont des prérogatives qui reviennent au bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. Maintenant, le congrès électif est repoussé pour le 18 mai, lui qui était initialement prévu pour le 14 mai. 2 candidats pour la présidence et Aboubacar Titi Camara pour la première vice-présidence, Almami Silla également pour la première vice-présidence. Ça devient pour AKB, pour KPC, même si certaines voix commencent à s'élever pour dire qu'il pourrait lui aussi être rattrapé par la patrouille de l'article 33 alinéa 4. KPC? Ah oui, justement. On attend de voir. L'article ravageur. L'article ravageur. Hein. Donc on attend de voir. Tout le monde reste suspendu à la décision de la FIFA qui pourrait intervenir dans la journée de ce mardi. Bien, Jacques Levaleno, on va s'intéresser à notre invité, l'un des candidats à la vice-présidence. Monsieur Silla, on va d'abord vous entendre sur ce congrès. Est-ce qu'on peut dire que c'est le congrès le plus difficile auquel vous, membres statutaires de la FEGIFOOT, font face? Non, je pense pas, parce que déjà même le congrès précédent qu'on avait Salih Supervé qui était candidat et il y avait M. Soare en face, il y a eu à peu près la même chose, parce qu'il y a eu la normalisation juste avant et après c'est présenté. Donc avant le congrès, c'est toujours comme ça, chacun tire la balle de son côté. Après vous autres, pourquoi vous n'avez pas rêvé grand? Pourquoi vous n'avez pas voulu le premier poste? Vous bataillez, vous êtes très nombreux, vous étiez 5 à vouloir le poste de premier vice-président. 6 même. Pourquoi vous ne voulez pas devenir président? Non, c'est pas qu'on ne veut pas devenir président, mais à ce moment-là, on avait M. Soare qui était candidat. Ah, c'était votre candidat? Qui était le candidat de la Guinée, pas que mon candidat, c'est le candidat des membres statutaires. Et c'était Monsieur Antonio Soare. Monsieur Antonio Soare, oui, qui était le candidat à ce moment-là, et personne ne voulait aller contre lui parce qu'on a vu ce qu'il a quand même accompli pendant les années où il était en poste. Donc on s'est dit que c'était pas la peine d'aller contre lui, mais plutôt aller l'assister, parce qu'il y a eu quand même des lacunes, on va pas se mentir. Et ça vous fait quoi aujourd'hui de voir qu'il n'est plus dans la liste, dans le combat? Dans la course. Non, pour moi, ça ne me surprend pas, parce que c'est un monsieur qui est patriote. C'est pour des raisons patriotiques que lui, il a quitté. Il aurait pu faire comme ce que tout le monde est en train de se faire aujourd'hui, tirailler et essayer de tirer la couverture vers soi. Mais lui, juste par risque que la Guinée ait des sanctions, il a encore illustré ce qu'on pense de lui. C'est un patriote. Alors, vous êtes membre statutaire, mais l'autre question qui ne se dit pas trop, mais quand même qui murmure, c'est bien votre instabilité. Vous, les membres statutaires, tantôt vous êtes du côté d'Antonio Soare, tantôt vous étiez du côté de KPC. On ne sait pas trop quel rôle vous jouez dans la crédibilité même du scrutin. Je pense que dans cette salle, nous sommes 8 personnes et chacun a son point de vue. Les membres statutaires, ce n'est pas une entité. C'est une entité, mais il y a 65 membres. Et dans les 65, on dit chacun prend sa décision. On n'est pas forcé de soutenir quelqu'un.
Donc c'est 65 points de vue et 65 voix. Donc c'est un peu ça, c'est pour ça les fois on dit que les gens sont avec KPC, peut-être un certain groupe est avec KPC, un certain groupe avec Antonio, et chacun a son point de vue et chacun a le droit d'avoir ce point de vue là. Mais est-ce que les statuts permettent aussi, vous qui êtes les membres statutaires, que vous battiez campagne ou que vous affichiez publiquement votre position? Oui, c'est tout à fait normal, on n'est pas en prison, on a le droit de dire ce qu'on soutient, on a le droit de dire ce qu'on pense. Donc c'est ça, on a le droit de dire. Mais c'est vous qui élisez. Oui, c'est nous qui les électeurs. Mais si vous êtes les électeurs. Les électeurs, mais la population, on va prendre un exemple. Ceux qui font la campagne. On va prendre un exemple pour la population guinéenne. Par exemple, si il y a les élections présidentielles, on a le droit de soutenir son candidat. Évidemment. C'est tout à fait normal. Donc c'est la même chose, 65 membres. C'est différent de la commission électorale. Il y a eu cette précision importante. Il y a eu cette déclaration qui a eu lieu. Je crois que c'était les membres statutaires qui avaient fait une déclaration pour le bannissement de Super V et de Bouba Sampil du football guinéen. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé une telle déclaration? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Et cette décision est-elle légale? Encore une fois, je ne peux pas parler pour tous les membres statutaires. Mais vous faisiez partie de cette... Mais la déclaration vous a tous engagés. Ce n'était pas 65 membres statutaires qui ont signé ce document. C'est 57. Hein. 57. Voilà. Vous étiez parmi ces 57? Je ne peux pas vous dire parce que c'est mon secrétaire général qui était présent à la réunion. C'est-à-dire qu'il faut comprendre un peu comment le football fonctionne. C'est toute une entité, c'est toute une structure. Donc je ne peux pas vous dire à ce moment-là si nous étions de cette idée. Mais ce qui s'est passé, c'est que, comme je disais, c'est un peu opposé à... Votre secrétaire général a signé la déclaration. Je pense qu'il a signé la déclaration. Donc, ça m'engage. Oui, tout à fait, ça m'engage. Et c'est pour ça que je dis... Le secrétaire général de SOR Academy. De l'académie. Alors, si votre secrétaire général signe un engagement, un document, est-ce que cela ne vous engage pas? Déjà, il faut qu'on rectifie. Je ne suis pas président de SOR, je suis propriétaire de SOR. Donc SOR Academy a un président qui est Ibrahim Diallo. Donc, en tant que propriétaire, c'est différent du poste de président. Mais ça vous engage? Non, dans cette démarche-là, ça ne m'engage pas. Mais je peux dire que je soutenais ce point de vue-là. C'est légal? Pourquoi justement demander le bannissement du football guinéen de certaines personnes qui sont des acteurs tout de même? Je pense que c'était un peu une réaction vis-à-vis de tout ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, il faut comprendre, comme j'ai dit, la situation. On se dit aujourd'hui, pour que la Guinée sorte de ça, il faut que les gens pensent à la Guinée et pensent au football guinéen. Aujourd'hui, tout le monde est en train de penser à soi-même. Et je pense que les membres statutaires ont réagi face à ça. Parce qu'on voyait par exemple M. Soiré, quand il a retiré sa candidature, c'était juste parce qu'il y avait un risque de sanction. Et pour qu'il y ait ce risque pour qu'on soit sanctionné, il faudrait que lui se présente, il fallait que lui gagne les élections, il fallait qu'un des membres statutaires porte plainte contre lui. Donc c'était beaucoup de si. Mais juste dans cette idée-là, il a préféré se retirer. Et ce qu'on dit aux autres, un peu, c'est la même chose. C'est-à-dire que pensez un peu à la Guinée, pensez un peu au football et pensez un peu à ce que le ballon roule. C'est ce que le CAF et la FIFA veut. Si on s'entend entre nous, ils ne vont pas intervenir. Parlons à présent de vous particulièrement, M. Almami. Vous êtes dans le football depuis combien d'années? Et pourquoi le football? Et qu'est-ce que vous avez apporté à travers le SOAR Academic Club dans le SOR. SOR Academic Club. SOAR Academic Club. SOAR. C'est de l'anglais, il ne faut pas nous fatiguer. Non, mais il va le dire. SOR vient de l'anglais, SOR, ce qui veut dire s'envoler. Ok, SOR. Voilà. SOR Academy. Voilà. On est dans un pays francophone. Voilà. Vous nous envoyez en Angleterre. Parlons du SOR Academy. Non, SOR Academy. SOR Academy. Voilà. Qu'est-ce que vous avez apporté au football guinéen? Qu'est-ce que vous comptez faire dans les... Déjà, on va clarifier le nom. J'étais aux États-Unis, j'ai fait mes études là-bas, donc c'est pour ça la parenthèse que je vois, mais SOR, c'est-à-dire s'envoler. Et quand vous regardez la lettre, c'est SOR, c'est les super olympiens d'une Afrique renaissante. Super. Donc ça vous dit un peu ce que moi je veux, c'est un peu mon état d'esprit. Donc ça fait, je pense maintenant 17 ans. Depuis que j'ai 18 ans, je suis dans ce football-là, disons du côté informel. Et formellement, depuis que j'ai 21 ans, donc ça fait 16 ans maintenant que je suis formellement dans le football. Et SOR Academy, c'est vraiment, je pense, le premier centre de formation en Guinée. Les gens ne s'en rendent pas compte parce que je ne suis pas dans la communication. Moi, ce qui m'importe, c'est les résultats. Mais quand vous voyez, par exemple, le style national A aujourd'hui, vous n'allez jamais voir une liste où il n'y a pas au minimum 7 ou 8 joueurs qui viennent de mon académie. Il y a Kamano, il y a Kamano, vous avez pas besoin de compter. Par exemple, la défense, le dernier match, les 4 défenseurs, c'était des joueurs qui sont formés à SOR Academy. Vous aviez Isiaga à gauche, qui de chez moi à la Lauréat, il est parti. Vous avez Ibrahim Soré Conté, vous aviez Mohamed Ali Kamara qui est au Young Boys. Vous aviez Nabi Kamara, policier, qui était chez nous aussi. François, de la liste, si je continue à citer, on va citer beaucoup, mais c'est un peu ça, nous c'est un peu la formation, mais aussi pas que la formation footballistique. On va prendre par exemple l'exemple de François aujourd'hui. Quand on parle à François, il peut avoir tous les petits hauts et bas dans le football, mais quand vous lui parlez, vous avez quand même un professionnel en face de vous qui communique très bien en français, qui peut vous parler de football, qui peut vous parler d'histoire, qui peut vous parler d'autres choses. C'est pour nous aujourd'hui, SOR Academy, c'est préparer les hommes de demain. Et donc moi, ce que je peux dire, ce que j'ai laissé ma marque dans le football aujourd'hui, c'est en préparant les futurs leaders de demain. Et pour qu'ils puissent vraiment suppléer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis jeune comparé à tout le monde qui est autour de moi. Et je suis un peu le lien entre ces jeunes-là
et la génération d'avant. Parce qu'il ne faut pas qu'on laisse ces anciens quand même qui ont fait beaucoup de choses pour le football, les laisser partir comme ça sans qu'ils nous laissent quelque chose. Mais aussi, il ne faut pas aussi bloquer la fugueur de ces jeunes qui viennent derrière. Donc pour moi, sur Académie, c'est la formation. Vous briguez le poste de vice-présidence. Certainement, vous avez un projet. Qu'est-ce que vous voulez apporter? Quel plus au football guinéen? Moi, mon projet, c'est toujours le même. C'est-à-dire que je vais juste le faire à une plus grande échelle. Moi, je suis un formateur. Mais quand je parle de formateur, je ne parle pas que de footballeurs. Moi, je vais aujourd'hui former les dirigeants, je vais former des entraîneurs, je vais former des encadreurs, je vais vraiment former tout le monde. Former des journalistes pour pouvoir avoir vraiment de la qualité dans le football. Quand vous regardez aujourd'hui le footballeur guinéen ou le championnat guinéen, le niveau a augmenté. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut jouer contre n'importe qui dans l'échiquier. Vous avez vu, quand on joue contre des Marocains, on n'a pas honte. C'est plus des 7-0, c'est des matchs de football où même eux, ils savent que quand ils arrivent. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est à la fédération, ce que je veux vraiment apporter, c'est soutenir d'abord le président qui va être là. Et deuxièmement, c'est mettre l'accent sur la formation de tout le monde. Parce que aujourd'hui, quand on voit, par exemple, comme on a dit, par exemple, il y a des anciennes gloires qui se présentent aujourd'hui au poste de premier vice-président. Mais malheureusement, c'est des gens qui auraient dû avoir plus de formation pour pouvoir vraiment aujourd'hui. Moi, je ne devrais pas avoir une chance aujourd'hui contre les autres candidats comme pour le poste de premier vice-président, étant donné tout ce qu'ils ont accompli en mouillant le maillot pour la Guinée. Malheureusement, avec ce manque de formation, on est là aujourd'hui. Vous pensez qu'ils auraient dû viser plus haut? Je pense qu'ils auraient dû se préparer pour ce poste-là. La présidence ou la première vice-présidence ou tous les postes. Parce que pour moi, aujourd'hui, ils ne se sont pas préparés. Vous pensez qu'ils ne sont pas préparés? Titi Camara, Djibril Diarra-Beken, ils ne sont pas suffisamment préparés pour être premier vice-président? Je ne pense pas parce qu'ils n'ont jamais géré une institution footballistique en Guinée. Titi? Alors, Titi, non. L'autre question, vous venez pour le poste de vice-présidence et vous avez rappelé tout à l'heure, quand on prend le Série national de Guinée aujourd'hui, beaucoup d'éléments sont sortis de votre académie. Est-ce que vous, en tant que vice-président, vous êtes élu, ça ne va pas entre vous et le président? Cela ne pourrait-il pas avoir des répercussions sur les éléments, en tout cas qui vous respectent, qui sont venus de votre équipe, de votre académie et qui évoluent dans l'équipe A? Mon impact aujourd'hui dans l'équipe A ne va pas seulement à ces joueurs-là. Parce que moi, quand je dis vraiment les joueurs qui sont formés chez nous, qui ont vraiment fait tout le cursus chez nous. Mais quand vous voyez l'équipe nationale A, même les joueurs qui ne sont pas formés chez nous, j'ai une très très bonne relation avec eux. Et je ne pense pas que ça va changer. C'est pour moi, je suis pas... Mais moi, je ne peux pas vous dire que je suis impartial. C'est plutôt aux gens de vous parler de ma partialité. Moi, je pense que je suis quelqu'un d'impartial, mais ce serait mieux de demander à d'autres personnes avec qui j'ai collaboré ou avec qui j'ai eu des antécédents pour vous parler de ma partialité ou non. KPC, AKB, c'est qui votre candidat? KPC ou AKB, c'est qui mon candidat? Moi, personnellement, je pense que KPC est plus adapté aujourd'hui au poste de président de la Fédération guinéenne. Après Antonio Soiré. Après Antonio Soiré, parce qu'il faut comprendre la logique des choses. Moi, je vais dans l'état d'esprit, je vais avec ce que chacun a dit. AKB, il a dit qu'il se retirait parce que son programme était soutenir le président Antonio Soiré. C'est tout ce que j'ai entendu, j'ai jamais entendu aucun autre programme. Donc aujourd'hui, M. Soiré n'est plus là, donc soutiens-le dans son programme encore. Vous parlez d'avancer, notamment avec le temps passé à la tête de la FEGUFOOT par Antonio Soiré. Est-ce que vous pouvez citer quelques-unes de ces avancées? Ces avancées, pour moi, aujourd'hui, on a le stade de Nongo. On a vu, je pense que c'est le Sénégal ou le Mali. Le Sénégal, le Mali, le Botswana, la Gambie, qui n'ont pas de stade homologué. Nous, aujourd'hui, on a le stade de Nongo qui est homologué. On a déjà cela. On a la création, disons, de la Ligue de football professionnel. Il n'était pas là, c'était Super V qui a vraiment créé ça, mais que c'est Antonio qui a continué. On a qui a viabilisé, qui a vraiment rendu la Ligue indépendante aujourd'hui. Parce qu'on a quelqu'un comme le général Mathieu Bangoura qui est président de cette institution. C'est quand même quelqu'un de et qui s'est déclaré. Non, il s'est autodéclaré. Il s'est autodéclaré directeur de campagne de KPC. Disons en contrepartie, en reconnaissance de tout ce que ce dernier lui aurait fait comme bien. Moi, l'autre question que je m'en vais vous poser rapidement, Monsieur le Président, pourquoi vous avez refusé de siéger au sein du bureau exécutif de la Ligue? Parce que dernière question. J'ai pas refusé de siéger. C'est tout comme. Non, c'est tout comme. Vous me posez une question, laissez-moi vous répondre. Genre, j'ai pas siégé, j'ai pas refusé de siéger, mais il faut comprendre les circonstances qui sont arrivées. Pour moi, j'ai été là-bas pendant un certain nombre d'années et j'ai accompli énormément de choses à la Ligue. On a 4 équipes qui jouent aujourd'hui en campagne africaine et on a vraiment accompli de bonnes choses, mais je l'ai fait avec des collaborateurs. Et quand ces collaborateurs-là m'ont vu et qui souhaitaient aussi briguer ce poste de président, moi, je vous ai dit encore l'avantage que j'ai, je suis jeune. Si je me retire aujourd'hui, c'est 4 ans de mandat. Quand je vais revenir dans 4 ans, je serai encore plus jeune que la majorité des personnes qui sont présentes. Donc c'était leur donner leur chance de faire quelque chose parce qu'ils sont plus âgés. C'est peut-être leur dernière chance aujourd'hui de briguer des postes. Donc c'est pour ça que j'aurais laissé la place.
Eh bien, il faut préciser ce candidat à la vice-présidence. Nous parlons bien évidemment de Almami Saïdou Silla. Merci d'être passé dans ce studio. Merci. Paul Fatia Tunkara, merci. Merci, Djadja. Bien évidemment, en 30 secondes, Moussa Moïse, pour clôturer, avant qu'il ne dise en quelques secondes le mot de la fin, Moussa Moïse, on va lire ce message qui est tombé sur ces déplacés de Swapiti. Rien n'est respecté dans notre accord. Porte-parole des impactés, rien n'est respecté. Nous avons tout laissé pour le pays, mais aujourd'hui, nous rendons compte que nous avons été utilisés et manipulés. Moussa Moïse Silla, pour terminer. Pour terminer, juste par rapport au football, vous savez, par rapport à la Fédération guinéenne de football, oui, je sais pas, c'est pas Antoine que j'ai, mais il est en face de moi, Antoine. Alors, il y a que la déclaration de Mathurin, du général Mathurin Bangoura. Mathurin n'est pas le médiateur de la République. Il a fait un excellent travail, tout de même, en permettant que sa famille sportive ne se déchire pas. À l'époque, lorsque Antonio et KPC étaient dans la course, la tension dans la ville était palpable. Les risques d'affrontement n'étaient même pas à omettre. Donc, il s'est sacrifié pour que vraiment ces deux personnes puissent se parler. Et ayant obtenu l'accord de KPC, ça m'étonne d'ailleurs, parce qu'il a fait la confidence que KPC a accepté de retirer sa candidature suite à la doléance faite par le général Mathurin Bangoura. Je trouve que quand une personne te respecte à cette dimension, vous lui devez quand même le minimum de l'ascenseur. Moi, à mon avis, vous lui devez le minimum de reconnaissance. Ensuite, par rapport à Antonio, parce que depuis que ça s'est passé, j'ai pas eu l'occasion de me trouver là-dessus. Voilà. Juste pour dire que c'est en 30 secondes. On peut tout dire de ce monsieur, sauf l'amour qu'il a pour le football. Ça, il l'a prouvé. L'amour qu'il a pour le foot, mais aussi pour la culture dans notre pays. Ce qui n'a pas peut-être marché, c'est l'entourage au niveau du casting. Les conseillers. Certaines personnes qui ont contribué à le mettre à mal avec d'autres, notamment avec Amadou Diaby, qui, quoi que l'on dise de lui, il a été traité de tous les noms d'oiseaux. Illettré et tout cela, mais c'est un monsieur qui connaît les réseaux du football. Il connaît les réseaux du football, il connaît le milieu du football. Il aurait pu, à mon avis, anticiper sur beaucoup de crises qui ont touché aujourd'hui à tort monsieur Soiré. Il aurait pu anticiper sur ces crises-là et permettre que ça ne se fasse pas. Mais, encore une fois, les mauvaises langues ont contribué à l'éloigner d'Antonio. Mais rien n'est perdu parce que, en dépit de tout ce qu'il a fait pour le football, même du dernier acte qui a été pris, il continue quand même de développer cet amour pour le sport roi. Je pense qu'à un moment donné, il faut éviter de tirer sur nos élites, sur certaines personnes. Bon, pour le cas d'Antonio, c'est un mécène, quoi que l'on dise, qui soutient dans la culture, qui soutient dans le sport. Donc il faut éviter à chaque fois de trouver la petite bête sur l'écran. N'est-ce pas, Antoine Merci Kourma. pour cette séance de rattrapage. On ne va pas rouvrir le débat. Voilà, tu n'auras pas la parole malheureusement une autre fois. Merci à tous à l'international. Merci à tous les chroniqueurs. C'était un plaisir de vous servir. Merci à Mohamed Diaby qui a géré les sons du côté de la radio, à Vladimir Poutine, à Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mahmoudou Kondé, Foté Souma. Merci à tous d'avoir été des nôtres. À demain pour un autre numéro des Grandes Gueules.